Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci Lionel pour cette introduction. Merci d'être venu à la conférence de ce soir. Donc, ce fut une longue journée, un marathon ou peut-être une étape du Tour de France. Peut-être il faudra mieux dire ça. Donc, les coureurs sont arrivés, mais nous, on continue encore. Donc, avec cette conférence qui s'intitule « Les œuvres d'art explorées par les méthodes physico-chimiques et non invasives ». Avant de vous présenter donc, cette conférence, je voudrais rapidement vous présenter notre laboratoire, qui est un laboratoire qui a été créé récemment à l'Université Pierre et Marie Curie. Ce laboratoire s'intitule Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale. Et en fait, notre mission, c'est d'étudier les matériaux du patrimoine culturel au sens large par une approche physico-chimique. En général, les œuvres d'art sont étudiées dans le domaine de l'archéologie ou en histoire de l'art, mais certaines questions ne peuvent pas être résolues, et donc c'est à ce moment-là qu'on utilise également d'autres méthodes issues de d'autres disciplines pour essayer d'apporter des nouveaux éléments de réponse. Et notre laboratoire est structuré en 3 parties. Donc, il y a une partie, un thème qui concerne l'évolution des matériaux, des productions matérielles. Donc, on s'intéresse à l'identification de la nature des matériaux, leur provenance et leur méthode de fabrication, parce qu'en fait, ces connaissances peuvent nous aider à mieux comprendre les capacités cognitives des sociétés anciennes. Après, un deuxième thème du laboratoire concerne en fait l'étude des phénomènes d'altération. Et en fait, c'est extrêmement important pour nous parce que nous, on travaille sur des objets anciens qui sont généralement altérés. Et donc, afin de mieux exploiter leur potentiel informatif, il faut comprendre leur évolution au cours du temps. Après, dans notre unité, il y a également des égyptologues, donc ils ont une mission qui s'appelle la MAFTO, donc ils s'occupent d'un site archéologique en Égypte, du Ramesséum, et donc ils font des recherches en égyptologie, et nous également on fait aussi des études des matériaux sur ces sites archéologiques. Généralement, nous utilisons des méthodes que je vais vous présenter lors de cet exposé en laboratoire, des méthodes physiques, physico-chimiques. On développe également des instruments portables parce que justement certaines œuvres d'art ne peuvent pas être déplacées, donc il faut aller dans le musée ou sur le site archéologique pour les étudier. Et pour quelques questions très précises, on utilise également des grands instruments comme les sources synchrotrons. Donc au cours de mon exposé, donc, je vais d'abord vous donner un aperçu général de ce qui est le domaine de la science analytique du patrimoine culturel, quelles sont les questions qu'on aborde et quelles sont nos difficultés ou nos défis auxquels on est confronté. Après, je vais vous présenter les méthodes physiques les plus couramment utilisées du domaine. Et après, je vais me focaliser, parce que je ne peux pas présenter tout, à un type de technique, à la fluorescence X, et je vais vous présenter différents équipements qu'on utilise couramment, et je vais vous montrer certaines applications de ces techniques pour vous montrer quel type d'informations nous pouvons obtenir sur les objets d'art. Avant de donner à la fin, bien sûr, des conclusions générales et quelques idées sur des tendances actuelles du domaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement dans le domaine du patrimoine culturel? Comme je vous ai dit, généralement, les objets ou les sites archéologiques, ils sont étudiés par les archéologues, les historiens, les conservateurs dans les musées, etc. Et beaucoup de questions peuvent être abordées par des moyens qu'ont développé ces disciplines. Mais il y a certaines questions, notamment en fait, quand on n'a pas les sources écrites, on est obligé de chercher d'autres critères qui permettent de mieux nous renseigner sur les matériaux, comment ils ont été exploités, quels étaient les réseaux d'échange durant les sociétés anciennes, etc. Et à ce moment-là, parfois, on a besoin d'autres méthodes issues de la physique, de la chimie ou de la biologie qui peuvent donc apporter des éléments de réponse qui permettent de résoudre des problèmes archéologiques. Donc nous, notre travail, c'est d'apporter, en fait, de définir des critères contenus dans la matière des œuvres d'art, c'est des marqueurs structuraux, des marqueurs élémentaires, moléculaires
ou isotopiques parfois, qui sont contenus dans les matériaux du patrimoine culturel qu'on utilise après pour résoudre plusieurs questions. Et ces questions, ça peut être tout bêtement d'identifier les matières qui sont utilisées pour fabriquer les œuvres d'art. Après, certains matériaux où l'identification peut nous permettre de clarifier l'authenticité des œuvres. Ici, par exemple, pour ce crâne de cristal qui s'est révélé d'être un faux, en fait, il n'est pas précolombien. Après, on peut définir des critères de provenance, d'autres critères qui nous renseignent sur les méthodes de fabrication. Donc, comme ici, par exemple, on a déterminé les recettes des cosmétiques égyptiennes. Et aussi, quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est des objets anciens, ils sont dégradés, donc il faut comprendre les phénomènes d'altération afin de mieux établir des méthodes de conservation, de restauration. Et une dernière chose très importante, mais que nous ne faisons pas dans notre laboratoire directement, les méthodes physiques peuvent aussi servir pour dater directement ou indirectement les objets, donc pour mieux les mettre dans leur contexte et mieux situer en fait ces objets dans les sociétés qui les ont fabriqués. Donc généralement, quand on étudie ces objets, on ne commence pas tout de suite avec des méthodes très sophistiquées pour essayer d'établir des critères, etc. On commence, comme les historiens, comme les archéologues, avec des méthodes relativement simples d'observation pour établir un état général, un état global de l'œuvre. Ici, je vous montre l'exemple de cette peinture du musée du Louvre, dont d'abord, on l'observe à l'œil nu ou sous loupe binoculaire afin d'identifier les zones intéressantes à étudier. On regarde également sous différentes lumières, ici en lumière rasante, pour identifier l'état de conservation. On voit qu'il y a des parties qui se détachent, etc. Également sous UV et infrarouge. Et en fait, ces observations sous différentes lumières nous permettent ensuite d'identifier par exemple les zones restaurées et les zones originales qui sont ensuite intéressantes à être étudiées. Donc là, vous avez l'image sous UV. Donc là, vous voyez clairement qu'il y a des zones qui sont très altérées et qui correspondent en fait à des anciennes restaurations mais qui ne sont pas toujours documentées. Sous infrarouge, généralement, on voit, ce n'est pas le cas ici, mais généralement, on voit bien les dessins sous-jacents. Donc ça permet d'avoir des renseignements sur la genèse des œuvres. Et après, une technique très très courante pour étudier justement les différentes couches ou les modifications des œuvres au cours de leur genèse, c'est la radiographie X. C'est ici un exemple d'un Picasso où en fait on voit clairement que la radiographie, elle révèle une autre peinture en dessous. En fait, c'était cette peinture qui a été faite en 1946, c'était à un moment donné où Picasso n'avait pas beaucoup d'argent, donc il a souvent réutilisé des toiles et donc il a peint une autre peinture par-dessus. Donc ça, c'est l'approche globale, mais généralement, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, par exemple des études de provenance, méthodes de fabrication, par ces approches-là. Et donc après, il faut aller plus loin, et c'est à ce moment-là que les méthodes physiques rentrent réellement en jeu. Et après, on est confronté à des difficultés que normalement les gens qui travaillent dans le domaine de la science des matériaux, ils ne sont pas forcément confrontés à ces contraintes. En fait, nous, on est obligés de s'adapter à l'objet. On travaille sur des objets rares et précieux, donc il faut généralement éviter les prélèvements. Et donc, on ne peut pas adapter l'échantillon par rapport à l'analyse. Nous, c'est la manip, l'expérience qu'on doit adapter par rapport à l'échantillon qu'on étudie, par rapport à l'objet qu'on étudie. Par exemple, quand on regarde ces coupes de peinture, donc c'est des prélèvements, parfois on a le droit de prendre des prélèvements, mais c'est extrêmement important de garder, lorsqu'on prélève, la stratigraphie des différentes couches picturales, parce que si on ne les gardait pas, on perdait beaucoup d'informations sur les successions d'application des différentes couches picturales. Donc ça, c'est une grosse limitation, donc une difficulté pour nous. Et après, une autre difficulté, elle réside dans le fait qu'on a affaire à des matériaux relativement complexes. C'est très courant qu'on a des matières organiques mélangées à la matière minérale, à des métaux, et qu'on a différents matériaux mélangés dans un même objet. Et il faut essayer donc de comprendre la matière et d'essayer de définir les meilleurs critères qui nous permettent ensuite de comprendre
le phénomène, soit l'authenticité, la provenance de la matière première ou les méthodes de fabrication. Donc ça nécessite généralement d'utiliser tout un faisceau de différentes méthodes analytiques complémentaires qui nous renseignent sur la structure, la composition à différentes échelles, et c'est là où réside notre difficulté. En fait, elle est liée à la nature des objets. Et ainsi, nous utilisons généralement, on n'est généralement pas spécialiste d'une seule technique, mais on connaît en fait plusieurs techniques. Ça va de la spectroscopie vibrationnelle vers les différentes méthodes d'analyse X, donc la fluorescence, la diffraction, l'absorption, radiographie et tomographie. Et on combine ces différentes méthodes afin de pouvoir définir les critères qui nous aident à résoudre le problème. On n'a pas toujours besoin d'appliquer toutes ces méthodes-là. Nous, en fait, il faut qu'on adapte, on traduit la question historique ou archéologique en une approche physico-chimique et on essaye de mettre au point une stratégie qui est la plus prometteuse pour répondre à la question archéologique ou historique. Et donc en fait, ici, je ne vais pas pouvoir vous montrer les résultats de toutes ces méthodes, or on utilise vraiment couramment toutes ces différentes méthodes-là. Et je me suis dit, dans mon exposé, je vais me concentrer sur une technique qui est peut-être la technique la plus courante du domaine, la fluorescence X. Et je vais vous montrer différents montages expérimentaux et je vais vous montrer des applications et quel type d'informations on peut obtenir dans le cadre de nos recherches. Donc la fluorescence X, c'est une méthode relativement simple, je pense que vous connaissez tous. Donc vous avez une source de rayons X qui irradie un échantillon et sous la stimulation du faisceau X, en fait, il émet de la fluorescence. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, vous avez un détecteur, généralement un détecteur dispersif en énergie, qui capte les photons émis et qui les trie en fonction de leur énergie. Et après, en fonction du spectre obtenu, je peux déterminer la composition chimique d'une façon qualitative et après, si j'ai fait une analyse plus poussée, aussi d'une façon quantitative. Donc, en fait, c'est une méthode qui me renseigne en fonction de la source, en fonction du détecteur utilisé, sur la composition chimique à l'état majeur, au niveau majeur et les mineurs et traces. Et voilà différents montages expérimentaux qu'on utilise. Par exemple, un instrument de laboratoire ici, qui a été installé au C2RMF, au Centre de recherche et de restauration des musées de France à Paris. Donc voilà, vous avez ici la source de rayons X derrière, là vous avez les détecteurs, là vous avez une caméra et un microscope qui vous permettent donc de visualiser exactement le point d'analyse. Comme on a des objets très hétérogènes, c'est extrêmement important de savoir où on analyse exactement. Après, quelque chose qui est important pour nous, que je vous ai déjà dit, on développe également des instruments portables pour aller sur les sites et pour pouvoir accéder à des œuvres qui ne sont pas forcément prêtées pour des analyses en laboratoire. Ici, l'exemple de la Joconde qui a été étudié par l'équipe de Philippe Alter et qui s'est particulièrement intéressé au problème des carnations. En fait, on sait que Léonard de Vinci, il avait réussi à créer un effet des carnations qui s'appelle il sfumato. Et on n'a pas très bien compris comment il a réussi à créer cet effet-là. Donc c'était intéressant d'essayer de comprendre comment il a réussi à faire ces glacis. On sait qu'il a appliqué des couches très fines de glacis, mais on ne connaissait pas la composition, etc. Et avec la fluorescence X portable, il a pu analyser donc, à différents endroits sur le visage de la Joconde des carnations, et donc il a pu déterminer les éléments chimiques ou les phases qui étaient responsables des atteintes, donc c'est des oxydes de fer, de manganèse et du plomb. Et après, avec un calcul un peu plus complexe des rapports d'intensité des différentes raies de fluorescence, il a également pu avoir des renseignements sur la succession des glacis sur ces carnations. Et après, un dernier montage que je voulais montrer, donc pour
Pour d'autres questions très précises, quand on cherche par exemple à mettre en évidence des éléments traces ou ultra-traces, on a besoin de sources de rayons X puissantes. Et pour cela, on va au synchrotron. Donc en fait, quasiment sur tous les synchrotrons à l'heure actuelle, il y a des expériences qui sont réalisées sur les objets d'art. Ici, je vous montre juste une ligne sur laquelle moi j'ai travaillé, où j'ai commencé à travailler au synchrotron. Donc c'est la BAMLine au synchrotron BC2 à Berlin. Et en 2005, nous avons analysé toute une série de dessins, donc les dessins de Rembrandt. En fait, c'est des dessins à la pointe d'argent, et on a pu caractériser très finement quel alliage d'argent il a utilisé pour réaliser ces dessins. Ici, en fait, c'était intéressant de comparer le portrait avec une inscription qu'on ne voit peut-être pas très bien ici, pour confirmer la datation du dessin, parce qu'en fait, ce dessin représente sa femme Saskia, et il était censé être fait au moment de leur mariage. Et donc c'était intéressant de pouvoir confirmer la datation qui est sur l'inscription et de comparer le portrait et l'inscription. Et nos analyses ont montré qu'effectivement l'inscription a été faite avec la même pointe que le portrait. Et après, il y a d'autres synchrotrons également. Chess à Cornell aux États-Unis, Doros 3 à Hambourg, le CRF, la BAMLine, mais également en Soleil. Il y a la ligne Ipanema, le projet Ipanema en fait, qui est dédié à l'étude des objets du patrimoine. Donc vraiment tous les synchrotrons, il y a des projets du domaine pour étudier les œuvres. Et le grand avantage du synchrotron, c'est en fait que vous pouvez vraiment adopter l'expérience par rapport à vos besoins. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez besoin d'une imagerie, vous pouvez installer les détecteurs, etc., avoir le faisceau avec la bonne énergie, avec la bonne taille, pour étudier votre œuvre. Vous pouvez combiner différentes méthodes d'analyse pour analyser la même zone sur l'objet. Là, ici, par exemple, cet exemple, là, le CRF, où ils ont couplé la fluorescence X avec l'absorption X et également la spectroscopie infrarouge. Ici, c'était un montage grand focal qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment une tendance récente et très intéressante pour nous parce qu'on adapte relativement facilement l'expérience par rapport à l'objet et ce qu'on veut faire avec. Donc maintenant, je passe aux différents cas d'application. Dans ce pour juste, je ne peux pas être exhaustif parce que le domaine est quand même relativement large. C'est pour vous donner une idée comment on aborde les questions et comment on essaye de résoudre des problèmes qui sont d'ordre historique et archéologique. Et maintenant, je vous montre 3 exemples d'études qu'on a réalisées. Et je commence par une première recherche qui concerne la recherche sur les peintures préhistoriques. Donc vous connaissez tout, en France c'est extrêmement important. Il y a eu de nombreuses grottes qui ont été découvertes, surtout au début du XXe siècle. On a mis un peu de temps à reconnaître ces peintures. Je pense que les plus connues, c'est Lascaux et Chauvet. On a mis un certain temps pour reconnaître que c'était vraiment un art préhistorique et ça fait partie des œuvres les plus anciennes qu'on connaisse de l'homme moderne. Donc c'est vraiment extrêmement important pour notre patrimoine culturel. Et il y a en France, surtout dans le sud de la France, en Dordogne et dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs sites qui datent de 35 000 à peu près 10 000 avant notre ère. Et donc ces œuvres qui sont magnifiques, qui sont bien sûr étudiées par les archéologues et des historiens d'art, des préhistoriens d'art, mais également aussi par nous, parce qu'il y a certaines questions, notamment toutes les questions qui concernent quel type de matière a été utilisée, est-ce qu'elle a été modifiée pour obtenir une certaine teinte, est-ce qu'elle a été chauffée ou pour savoir comment ces pigments ont été appliqués sur la paroi. C'est à ce moment-là que nous, avec nos analyses physico-chimiques, on peut apporter d'autres réponses que les archéologues ne peuvent pas obtenir par des approches stylistiques ou des observations de la paroi. Après, une autre question aussi que je vais traiter aujourd'hui particulièrement, c'est certaines œuvres ne peuvent pas être datées parce qu'elles ne sont pas faites avec du charbon de bois, mais avec des oxydes de manganèse ou des oxydes de fer en hématite ou en goethite. Donc là, parfois, c'est intéressant de savoir dans une même grotte, sur un même panneau, pour savoir si certaines œuvres ont été faites simultanément
et ça, ou séparément, ou est-ce qu'elles ont peut-être été faites par une personne ou par plusieurs personnes. Et en fait, les critères que nous, on utilise pour déterminer ça, c'est par exemple de se dire, une personne, elle aurait tendance à utiliser toujours le même type de pigment pour tout un ensemble d'œuvres, et sur plusieurs personnes, ils auront peut-être plutôt utilisé différents pigments. Et donc, nous, on essaye de mieux caractériser les pigments qui sont utilisés pour réaliser ces œuvres, et après d'avoir des éléments de réponse pour ces questions. Et donc la grotte que nous avons étudiée, c'est la grotte de Rouffignac, peut-être certains d'entre vous la connaissent, elle se trouve en Dordogne, elle se visite, c'est une grotte qui est très grande, qui est relativement facile d'accès, il y a un réseau de transport et d'électricité, ce qui est très important pour nous, parce que quand on emmène des spectromètres dans une grotte, il faut de l'électricité. Donc c'était vraiment un site qui s'y prêtait très bien pour une étude pilote avec des instruments portables dans la grotte. Parce que nous n'avons pas le droit de prélever. Donc il faut faire une approche non invasive pour étudier ces œuvres. Voilà, là, vous avez un plan du réseau de la grotte. Donc c'est un réseau relativement grand. On a retrouvé 240 représentations. Et en fait, Rouffignac, c'est le plus connu pour les représentations de mammouths parce qu'il y en a 159, donc ça représente 60% des figures. Donc c'est vraiment la grotte des mammouths. Et surtout dans cette partie-là, en fait, il y a différents endroits. Là, il y a des mammouths affrontés. Là, il y a la frise des 10 mammouths, frise des rhinocéros et le grand plafond. Et donc, on a fait une étude comparative des différentes figures pour savoir si différents pigments ont été utilisés pour réaliser ces œuvres. Donc là, pour vous donner une idée, quel type de dessin on retrouve dans la grotte. Là, ici, il y a 2 mammouths, un bouquetin. Là, ce sont les mammouths affrontés. Donc ça, ces œuvres se trouvent vers le grand plafond, ici, vers cet endroit-là. Après, il y a la frise des rhinocéros, qu'on voit peut-être difficilement ici, donc c'est des rhinocéros noirs dessinés. Et après, la frise la plus connue de cette grotte, c'est la frise des 10 mammouths, qu'on voit ici, qui ont l'air de marcher dans la brume. Et pour analyser ces pigments, nous avons utilisé un système qui combine la fluorescence X et la diffraction des rayons X. C'est un système portable qui a été conçu par mes collègues Philippe Walter et Alessandra Giannoncelli. Là, vous voyez tel qu'il a été installé dans la grotte. Ici, il y a un schéma. Donc, vous avez tout ce dont on a besoin pour faire une fluorescence et une diffraction. Donc, ici, vous avez le tube à rayons X. Là, vous avez les détecteurs à rayons X. Là, il y a 2 lasers qui permettent de définir la zone analysée. Et ici, vous avez le détecteur, donc c'est un imaging plate, qui enregistre en fait le diffractogramme lors de l'analyse de la paroi. Et après, pour vous montrer un peu concrètement comment on procède, comme on est dans un milieu naturel, dans une grotte, il ne faut pas toucher les parois, il faut installer le spectromètre, donc il y a des contraintes vraiment compliquées, il faut être plusieurs, donc on ne peut pas réaliser ces analyses tout seul. Là, on était 5 ou 6, on avait de l'aide par les propriétaires qui avaient installé une grue qu'on a installée au plus près des parois. Après, il y avait un réglage fin qui était possible grâce à un système XY, donc qui permettait de bien viser le point d'analyse. Et après, on effectuait l'analyse classique comme en laboratoire, simultanée de fluorescence X et de diffraction de rayons X. Généralement, la fluorescence X est un peu plus rapide que la diffraction. Après, après il y a l'enregistrement, et pour obtenir le diffractogramme, il fallait numériser l'imaging plate. Et après, on a des spectres comme en laboratoire. Ici, il y a un spectre de fluorescence X. Ici, il y a un diffractogramme de poudre. Généralement, on n'obtient pas des diffractogrammes très très beaux, hein, mais on fait avec ce qu'on a. Et après, on les analyse comme on analyse des spectres ou des diffractogrammes en laboratoire, avec des logiciels adaptés. Après, donc là, il y a par exemple la figure du mammouth 66, donc on les a numérotés, et on essaye tout de même de faire différents points d'analyse sur une figure pour avoir une analyse relativement représentative de la composition.
Parce que si on analyse juste un point, on peut tomber sur un artefact ou sur une inhomogénéité qui n'est pas représentative du reste de la figure. Après, on analyse également le support, qui est la paroi ici, parce qu'on ne peut pas analyser le pigment seul. Chaque fois qu'on a un spectre, on a forcément la contribution de la paroi derrière. Et après différents traitements des spectres, là, des spectres de fluorescence X, en fait, on a pu identifier que, comme on pensait, donc le pigment, c'est à base d'oxyde de manganèse, et il y a des impuretés de potassium, titane, chrome, fer, zinc, barium et silicium. Et en fait, c'est ces éléments mineurs qui sont associés au magnésium qui nous permettent de discriminer entre différents pigments utilisés pour les figures. Et là, les oxydes de manganèse que nous avons retrouvés sont compatibles avec des oxydes de manganèse qu'on trouve dans le milieu naturel, qui contient également quelques phases argileuses, et c'est très courant. Et donc, apparemment, les hommes préhistoriques, ils ont utilisé des minéraux naturels qu'ils trouvaient pas loin de la grotte. Actuellement, il y a une recherche en cours pour identifier les sources possibles d'oxyde de manganèse dans les alentours de Rouffignac qui ont pu servir à réaliser ces œuvres. Donc voilà là, les résultats un peu quantitatifs pour l'ensemble des figures que nous avons analysées. Donc en rouge, c'est les points effectués sur les 10 mammouths de la frise des mammouths. Après, en vert, vous avez toutes les figures analysées du grand plafond. Et en bleu, vous avez les quelques points d'analyse qui ont été effectués sur les figures de la frise des rhinocéros. Et donc on voit qu'en fait, il y a des groupes qui se dégagent, donc ce n'est pas tout à fait homogène. On a l'impression qu'il y a un groupe très net qui se forme, ça c'est en fait les différents points analysés sur la frise des 10 mammouths, mais qui se distinguent assez bien des figures représentées, de la composition des figures du grand plafond et de la frise des rhinocéros. Et en fait, ces résultats sont assez cohérents aussi avec le contexte archéologique, parce que la frise des 10 mammouths, stylistiquement, c'est un ensemble très homogène, et donc il est très probable que ça a été fait par une main pendant une période de temps relativement courte et avec une source de pigments possible. Par contre, la frise des rhinocéros, ça se rapproche plus du grand plafond, et donc là, peut-être, ça a été fait à un moment très différent par rapport à la frise des 10 mammouths. Après, comme en plus on avait des données disponibles en diffraction, on a juste vérifié si ces résultats obtenus en fluorescence X, on pouvait les confirmer par diffraction, et effectivement, même au niveau structural, il y a les mêmes groupes qui se forment, c'est-à-dire que la frise des 10 mammouths a été faite avec un mélange pigmentaire de romanéchite et pyrolusite, donc deux oxydes de manganèse différents, mais toujours le même mélange d'oxyde de manganèse a été utilisé pour les 10 mammouths. Et par contre, pour le grand plafond, on a trouvé différentes phases d'oxyde de manganèse, donc la pyrolusite, la romanéchite ou la pyrolusite avec la hollandite. Donc on retrouve par les caractérisations structurales un peu ces mêmes résultats. Et donc là-dessus, on était vraiment très contents parce que cette étude nous a montré qu'il est possible d'aller dans les contextes très compliqués, dans les grottes ornées, avec des instruments portables et de réaliser sans prélèvement, avec des approches complètement non invasives, d'analyser les pigments. Bien sûr, on ne fait pas la même qualité d'analyse qu'on fait en laboratoire ou à une source synchrotron, mais ça nous a quand même permis de clarifier un certain nombre de points. Notamment, on a pu confirmer que la frise de 10 mammouths a été faite avec un type de pigment, ce qui est cohérent avec l'évaluation stylistique. Le grand plafond qui est beaucoup plus hétérogène au niveau des représentations et aussi beaucoup plus hétérogène au niveau des différents pigments utilisés. Donc là, il y aura d'autres analyses qu'il faudrait poursuivre pour voir si on ne peut pas dégager différents groupes, par exemple différents animaux qui ont été faits avec différents pigments, etc. Donc, mais là, on n'a pas assez de données pour le moment pour clarifier ça. Et la frise des rhinocéros donc, se rapproche plus des compositions qu'on retrouve pour le grand plafond que pour la frise des 10 mammouths. Et donc, il y a aussi de nouvelles analyses envisagées. Donc après cet exemple sur la peinture préhistorique, je vais passer à un autre exemple très différent sur les peintures de musée.
avec un nouveau système d'analyse que nous avons conçu. En fait, depuis une dizaine d'années, je travaille avec des collègues, notamment à l'Université technique de Berlin, Birgit Kangisser et son équipe, et on a mis au point un système de fluorescence X en mode confocal. Parce que généralement, quand on travaille sur les œuvres d'art, on était confronté au problème, surtout quand on veut utiliser des méthodes non invasives, que la surface des objets ou de la peinture, ça ne représentait pas exactement la même composition qu'au cœur des objets. Et surtout pour les peintures, généralement, on applique différentes couches picturales différentes. Et donc si on fait une analyse uniquement en irradiant par-dessus, on perd complètement cette information sur les différentes couches stratigraphiques. Et avec ce montage qu'on a fait, en fait, c'est un montage confocal, on peut en fait avoir une information résolue en profondeur ou même résolue dans les 3 dimensions. Et comment ça fonctionne? En fait, on utilise une source de rayons X, donc ça peut être un tube de rayons X ou une source synchrotron. On adopte une optique dans le faisceau, donc pour focaliser le faisceau, pour faire en fait la microfluorescence. Mais en plus, on rajoute également une optique dans le canal de la détection et on superpose par des réglages très très fins ces 2 points focaux des 2 optiques pour créer un microvolume analytique. Donc ça reste fixe et après on bouge l'objet ou l'échantillon dans les 3 dimensions comme on veut à travers cet microvolume qui est de l'ordre de quelques dizaines de micromètres, ce qui correspond généralement à l'épaisseur des couches picturales, etc. Et donc on a une information en fait sélective en fonction de la profondeur à la surface des objets. Donc on est limité bien sûr par l'absorption des rayons X par la matière, mais on a quand même une information sur les premiers 100 microns qui sont souvent les couches stratigraphiques les plus importantes pour les œuvres d'art ou pour leur aspect. On peut avoir une information chimique non invasive sur ces différentes couches. Donc là, le montage un peu plus en détail que nous avons réalisé à l'époque donc au Centre de recherche et restauration des musées de France. Donc on utilise un tube de rayons X, un détecteur, mais en fait, le cœur de cette expérience, c'est ces 2 capillaires, polycapillaires, qu'on règle très finement dans une tête de mesure. Donc c'est là où on crée ce microvolume analytique et qu'on utilise après pour étudier les différentes couches picturales à la surface des peintures. Donc là, vous voyez comment on installe le tableau. On doit s'approcher pas mal de la surface de l'objet, mais on fait des analyses à 2-3 mm de distance. Donc on ne touche pas, mais c'est assez délicat à installer. Et après, on effectue différentes analyses à différents points de profondeur. Là, comme on étudie les couches picturales, on fait des analyses à différents points à l'intérieur des différentes couches picturales. Et là, l'exemple que je montre, en fait, ça s'insère dans une grande étude de 14 tableaux qui viennent en fait du studio d'Urbino. En fait, c'est un studio assez intéressant parce que c'est 28 tableaux qui ont été peints au XVIIIe siècle pour décorer en fait un studio en Italie. Et au cours du temps, en fait, ce studio a été modifié, donc les panneaux ont été découpés, ils ont été modifiés, et après, au XIXe siècle, la moitié a été donnée au Louvre. Donc aujourd'hui, on a 14 de ces portraits au Louvre qui ont une histoire vraiment complexe. On ne sait pas très bien qui a fait ces peintures. On pense que c'est un peintre flamand à l'aide d'un peintre espagnol. Éventuellement, il y a le père de Raphaël qui a contribué également. Donc ces tableaux, ils ont une histoire vraiment très complexe. Et donc ces tableaux ont été soumis à différentes analyses d'imagerie, radiographie, mais aussi la fluorescence X en mode confocal pour étudier les différentes couches picturales parce que ça nous permet de mettre en évidence des repeints. Et comme aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a plus le droit de prélever, c'était un peu la seule méthode pour pouvoir permettre d'identifier des repeints possibles, des modifications possibles des œuvres. Donc nous avons étudié plus particulièrement ces 3 peintures et je vais vous montrer aujourd'hui le résultat obtenu sur une des peintures, sur Aristote, donc sur ces hommes illustres. Et donc en fait, on s'est intéressé à cette peinture parce que
il y avait plein d'indications par d'autres observations d'imagerie qui nous disaient que cette peinture a été beaucoup modifiée. Notamment, ici, il y a une étoile. Et en fait, on imagine qu'aujourd'hui, il y a la couleur pourpre, mais en fait, selon des observations en binoculaire, on pense qu'en dessous, en fait, il y avait une couche rouge qui est originale. Donc, il s'agissait donc d'analyser cette zone-là pour mettre en évidence les différentes couches picturales pour savoir si on trouve effectivement cette couche originale qui est rouge. Là, sur l'étoile, donc le point d'analyse qu'on a analysé, en fait, c'est des analyses relativement longues parce qu'on fait un point d'analyse tous les 10 microns. Généralement, on commence à l'intérieur de l'objet vers la surface. Et comment ça fonctionne? Donc là, je vous montre une partie des différents spectres. Donc ça, c'est une position à la surface où on a une raie caractéristique, c'est les raies L du plan, donc caractéristique à un pigment au plan. Donc je rentre un peu plus dans les couches picturales, donc je vois que cette intensité augmente et je commence à apercevoir également une raie L du mercure. Après, je vais plus loin encore dans les couches picturales. Là, je vois que le mercure augmente, le plan diminue en intensité. Et après, à la fin, donc là, je commence à avoir aussi des effets d'absorption des différentes couches picturales. J'ai plus de mercure que de plomb dans les couches picturales. Et après, ces différents spectres, donc ça me permet, donc là, ils sont superposés, ça me permet donc de tracer des profils d'intensité des différents éléments chimiques en fonction de la profondeur. Donc là, il y a la surface, et là, je rentre avec des pas de 10 microns à l'intérieur de la peinture. Et donc, je vois clairement les différentes variations d'intensité qui m'indiquent les couches picturales. Donc, vous avez d'abord ici une toute petite couche à la surface qui est riche en fer, en calcium. On pense également qu'il y a de la matière organique qu'on ne détecte pas en fluorescence X, mais c'est ça qui donne la couleur pourpre. Après, il y a une couche également riche en fer et en calcium, mais aussi en plomb. Donc ça, en fait, c'est probablement le plomb de plomb. Donc vous avez vu l'augmentation du signal de plomb avant dans les spectres. Et après, très bien séparé, en fait, on a une autre couche à base de mercure, qui est très probablement la couche rouge à base de vermillon qu'on avait soupçonnée par les autres analyses. Et donc, grâce à cette analyse, donc sans prélèvement, j'ai pu identifier le repeint sur cette zone-là. Donc on a une couche pourpre riche en plomb sur une couche de vermillon qui est rouge sur l'étole. Et quand on rassemble toutes les données qu'on a, donc pas uniquement les quelques analyses qu'on a fait en fluorescence X en mode confocal, mais également la radiographie, les différentes imageries qu'on a fait, c'est dont je vous ai parlé au début de mon exposé. Donc ça permet en fait de reconstituer la peinture telle qu'elle a été peut-être au XVe siècle. Donc voilà, vous voyez ici l'étole est rouge. La position de la main, vous la voyez, elle n'est peut-être pas très réussie, mais elle a changé. Ça, c'est grâce à la radiographie, on a pu donc mettre en évidence ces différentes modifications. Et donc actuellement, on continue dans ces recherches-là. Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se fait forcément en routine parce que c'est assez lourd à mettre en œuvre, c'est relativement long. Pour un profil en profondeur, on met plus qu'une heure, mais on travaille sur des cas précis de peinture où on ne peut pas faire de prélèvement. On analyse différentes zones pour en fait mettre en évidence les modifications des couches picturales. Et voilà, le dernier exemple que je voulais montrer, donc pour vous montrer qu'on ne travaille pas uniquement sur les peintures, donc on travaille aussi sur d'autres objets d'art, ça peut être des métaux, mais ça peut également être des objets en bois ou en ivoire. Et donc je vous montre ici des résultats d'un projet qu'on est en train de réaliser actuellement sur une série d'ivoires qui viennent d'un site dans le nord du Syrie, du site d'Ars-Lantache. Et en fait, ces ivoires sont très intéressants. Donc, ces pièces font partie des pièces les plus belles en ivoire de l'époque. Et on les a découverts lors des fouilles en 1928 sur le site. Donc là, vous avez une image des photos de l'époque. Donc ici, l'endroit du site, donc en Syrie, dans le nord de la Syrie, pas loin de la Turquie. On les a découverts donc sur ce site qui s'appelle en fait anciennement Adatou, donc Ars-Lantache.
Là, il y a un grand palais qui a été découvert et les ivoires ont été trouvés dans ce bâtiment à côté. Et comme c'est des pièces extrêmement importantes, en fait, on a baptisé ce bâtiment, bâtiment aux ivoires. Là, vous voyez également une photo de la fouille de l'époque. Et ici, ça correspond à un lit ou à un meuble en bois. Et les ivoires correspondent à des décorations de ce mobilier en bois. Et donc, c'est toutes les traces qu'on a aujourd'hui de ces pièces. Et heureusement, en fait, selon la législation de l'époque, toutes les pièces qui ont été découvertes, elles ont été partagées entre la Syrie et le musée du Louvre. Donc la moitié des pièces se trouvent aujourd'hui au musée du Louvre, donc c'est une cinquantaine. Les autres, ils sont au musée d'Alep. À cause de la guerre en Syrie, on ne sait pas dans quel état ces pièces sont aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres pièces qui viennent du marché d'art et qui sont très très similaires de par leur ressemblance stylistique. Ils viennent probablement du même site parce qu'il y a eu des fouilles clandestines, donc ce n'est pas des fouilles sécurisées comme aujourd'hui. Donc il est vraiment probable que ces pièces viennent aussi du même site. Il y a une grosse collection à Karlsruhe et il y a une grosse collection également au Metropolitan Museum of New York. Et nous, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les résultats d'analyse de ces pièces-là. Et pourquoi on s'est intéressé plus particulièrement à ces pièces? C'est d'abord pour avoir des critères d'authenticité, pour avoir les critères qui nous permettent de dire effectivement les pièces qui viennent du marché d'art, elles viennent également du site Ars-Lintage. Pour le Louvre, il n'y a pas de problème, on a tracé leur historique, donc on sait qu'ils viennent de la fouille, mais pour ces pièces, on ne sait pas. Mais après, en plus, sur les objets, ce qui est intéressant, il y a certains endroits, je ne sais pas si on le voit bien, mais ici, il y a des petites taches violettes. Donc par-ci, par-là, on trouve des petites taches colorées qui indiqueraient éventuellement que ces objets étaient polychromes. On sait par d'autres objets de la même époque qu'en fait, tous ces objets-là, ils étaient colorés. Et donc l'idée, c'était de savoir si par une analyse chimique, si possible en mode imagerie, on peut révéler donc des traces chimiques qui peuvent nous indiquer des pigments peut-être qui étaient utilisés pour la polychromie de ces pièces. Et le mode imagerie est important parce qu'en fait, c'est important de pouvoir relier la répartition des éléments chimiques à la surface de ces pièces pour voir si cette répartition, elle suit les motifs gravés sur les pièces et ça nous indiquerait vraiment si les pièces étaient décorées ou pas. Donc ces pièces se trouvent au musée de Karlsruhe et il nous fallait, comme on cherche vraiment des traces à la surface de ces pièces, il nous fallait une source pour faire la fluorescence X, une analyse chimique, il nous fallait une source puissante, donc quelque chose qui était vraiment très, très proche, c'était le synchrotron 1K qui se trouve à Karlsruhe et là, les conservateurs, ils étaient d'accord pour amener des pièces au synchrotron parce que c'était dans la même ville en fait. Et nous, après, on a obtenu du temps de faisceau pour étudier donc, ces pièces à cette ligne qui est la ligne de microfluorescence X, dirigée par Rolf Simon. Donc, c'est une ligne classique, un aimant de courbure, donc, pour faire la fluorescence X avec un monochromateur, différentes fentes, une optique de focalisation et un détecteur. Mais cette fois-ci, en fait, on n'a pas travaillé avec une optique de focalisation parce qu'il nous fallait un gros faisceau parce qu'on voulait faire de l'imagerie chimique sur les objets. Et pour ça, on a utilisé un détecteur un peu particulier. Donc, il permet de l'imagerie 2D. D'habitude, pour faire l'imagerie, on scanne l'objet, mais pour les objets d'art, ce n'est pas très pratique parce que ça veut dire qu'on bouge l'objet et on n'aime pas trop ça parce qu'on risque d'abîmer l'objet. Donc, on préfère en fait des montages où l'objet est fixe et on ne bouge pas trop ni les détecteurs, ni les faisceaux, et ni l'objet. Et pour ça, en fait, on a utilisé un tout nouveau système de détection, cette caméra X-Color. C'est en fait un PNCCD auquel on a adapté différentes optiques polycapillaires, en fait énormément. Il y en a 70 000 avec qui permettent donc d'avoir une image chimique sur 12 x 12 mm² avec une résolution spatiale de l'ordre de 50 microns. Donc on a une image sur 1 cm x 1 cm, mais avec une résolution spatiale de l'ordre de quelques dizaines de microns. Donc là, vous voyez comment est le montage expérimental. Donc ça ressemble beaucoup au montage expérimental en physique. Je pense que voilà, là, il y a le petit objet
du musée. Ici, il y a le détecteur. Là, c'est le trajet du faisceau incident, le porte-échantillon. Après, on a aussi des lasers pour indiquer le point d'analyse. Et voilà le spectre qu'on obtient. Là, c'est le spectrosome sur une zone d'1 centimètre carré. Donc, on identifie vraiment les différents éléments chimiques du du phosphore au plomb sur l'ivoire. Donc, c'est des éléments soit caractéristiques de l'ivoire, comme le phosphore et le calcium, soit c'est des éléments traces qui sont soit dus à des restes de polychromie ou à des restes de sédiments qui viennent du milieu d'enfouissement. Après, on peut prendre différents spectres parce que pour chaque pixel, on n'enregistre pas un seul, on enregistre un spectre total, donc on peut regarder différentes zones et on se rend compte sur cette zone A, par exemple, on a un spectre caractéristique de l'ivoire. Après, par contre, la zone B, c'est une zone riche en plomb, la zone C, c'est une zone riche en cuivre, la zone D, c'est une zone riche en manganèse et la zone E, elle est plutôt riche en fer. Et après, en définissant les régions d'intérêt, on peut tracer, en fait, avec des coordonnées X et Y, les différentes intensités. On obtient des cartographies chimiques qu'on peut ensuite comparer par rapport à la zone analysée. Et après, pour pouvoir comparer un peu plus facilement les répartitions des différents éléments chimiques, donc on fait cette cartographie somme, où chaque couleur est représentée par un élément chimique. Et c'est ça ensuite qui est notre base pour pouvoir reconstituer la polychromie ou l'aspect des objets à l'origine. Donc c'est quelque chose qui est vraiment plus visible, c'est les traces chimiques qui sont restées incrustées à la surface de l'ivoire, mais on ne voit plus leurs couleurs. Donc c'est vraiment des très très petites quantités. Donc on voit que les traces de cuivre et de plomb sont corrélées. En plus, on les retrouve préférentiellement dans les parties avec une surface gercée. La surface qui est lisse, elle n'en contient pas. Cette partie-là, elle contient que du calcium qui est caractéristique de l'ivoire. Et le fer, on le retrouve préférentiellement dans les lignes gravées. Et sur cette base-là, donc on sait par exemple le cuivre, le plomb, ça fait partie des pigments caractéristiques de l'Égypte. En fait, ces pièces sont inspirées des formes ou du style égyptien. Et en fait, la cuprorébaïte, c'est un pigment à base de cuivre qui est en fait le pigment du bleu égyptien, et tout à fait, donc qui est à base de cuivre et qui donne probablement la couleur à des zones qui sont riches en cuivre. Et comme le cuivre, ce n'est pas forcément un élément qu'on retrouve dans le sol, il est très probable en fait que ces zones-là où on a trouvé du cuivre étaient peints en bleu. Pour le fer, c'est un peu plus compliqué. Le fer, ça peut venir soit du sédiment, donc en fait, c'était comme ça la reconstruction, ou ça peut être un indicateur des différents oxydes de fer avec différentes couleurs, de l'hématite rouge, petite jaune ou magnétite noire, et en fonction de ce qu'on pense le plus probable, il y a ces différentes reconstitutions. Mais la reconstitution la plus probable, c'est la première, où en fait le fer provient des sédiments parce qu'il se trouve dans le creux. Voilà, très rapidement, avant de conclure, d'autres exemples. Cet homme et l'arbre sacré. Donc là, je passe très vite parce que c'est toujours le même système. Donc je vous ai mis différentes reconstitutions possibles parce que parfois, il y a différentes possibilités. Là aussi, la mise en évidence de la dorure, parce que sur les taches violettes, en fait, c'est de l'or qu'on a détecté. On sait que la couleur violette peut être produite par les nanoparticules d'or. Ça a été vérifié par un spectre d'absorption optique, quand effectivement c'est des nanoparticules d'or qu'on retrouve dans ces taches violettes, donc la reconstitution qui va avec. Et ces lions-là, où les parties sont très riches en fer, où on pense effectivement dans ce cas-là, ça c'est un pigment à base de fer, parce que ce n'est pas dans les creux, mais c'est dans les parties plus élevées qu'on a retrouvé du fer. Je crois qu'il va falloir conclure. Voilà, je conclue, voilà, excusez-moi. Voilà. Et donc, pour dire que c'était un projet intéressant, donc qui nous a permis, par une approche complètement non invasive, de mettre en évidence les anciennes polychromies. Il y a des choses qui restent à améliorer, notamment la différenciation entre pigments et traces de sédiments. On aimerait aussi faire une analyse plus quantitative pour définir des critères d'authenticité de ces pièces. Et donc, on va continuer
ces études-là. Et comme conclusion générale, donc j'espère que je vous ai intéressé, je vous ai montré qu'on travaille dans un domaine de recherche interdisciplinaire, pas forcément facile, mais très passionnant. On essaye vraiment d'appliquer, d'utiliser au mieux les nouveaux développements instrumentaux qui sont faits dans le domaine de la physique pour en fait répondre au mieux et préserver au mieux ces œuvres du patrimoine culturel. Et avant de vous remercier de votre attention, donc je remercie tous mes collègues qui ont contribué à tous ces travaux. Donc, c'est des collègues du laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale, du Centre de recherche et restauration des musées de France, de Louvre, etc. Et également tous les archéologues qui nous ont fait confiance pour mettre à disposition des objets et qui les ont même amenés dans les laboratoires pour effectuer ces analyses. Merci de votre attention. Merci pour ce bel exposé. S'il y a quelques questions, on a peu de temps, mais s'il y a quelques questions, on va les prendre. Là-bas. Alors, ici d'abord, et là-bas ensuite. Une question, est-ce que vous analysez également des tissus anciens, par exemple, au musée de Clermont-Ferrand, il est exposé une robe de princesse gauloise, donc ancienne. Et l'autre question, ça n'a rien à voir, mais est-ce que vous avez également un rôle d'expert? Vous êtes considéré comme expert? Oui. Comme en fait le domaine est très vaste, généralement on se spécialise sur plusieurs types de matériaux. On ne peut pas analyser, on ne peut pas être spécialiste à la fois des pigments, des métaux, des céramiques et des textiles. Donc il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans l'analyse des textiles anciens, mais c'est vraiment... c'est-à-dire que ça nécessite les compétences au niveau des textiles, mais aussi au niveau des méthodes d'analyse qui sont les mieux appropriées pour étudier les textiles. Par exemple, toutes les méthodes que je vous ai montrées aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose si on veut analyser, par exemple, les résidus organiques dans les poteries archéologiques. Si on veut savoir ce qui a été stocké dedans, il faut vraiment utiliser des méthodes chimiques complètement différentes, la chromatographie, la spectrométrie de masse. Et dans notre domaine, en fait, généralement, les collègues se spécialisent pour un certain type de matériaux et après pour certaines techniques aussi qui s'y prêtent. Et par rapport à la deuxième question, en fait, on commence à avoir pas mal de demandes à la fois des privés et même d'autres musées ou des archéologues qui travaillent dans le cadre des fouilles sur les sites. Et généralement, oui, on nous sollicite pour être expert, mais c'est vraiment très compliqué à évaluer le coût de ça, parce que d'abord il faut établir des gros référentiels, on ne peut pas analyser une poterie et après définir l'authenticité, il faut avoir étudié d'autres poteries de la même période, du même contexte, pour pouvoir comparer, pour pouvoir faire les choses, sauf peut-être la datation, c'est un peu à part, mais en ce qui concerne les méthodes physico-chimiques, c'est vraiment compliqué à évaluer le coût, parce que qu'est-ce que ça... Après, c'est une connaissance, et combien ça vaut une connaissance sur ces matériaux anciens, c'est un peu compliqué, mais on nous sollicite. Ouais. Donc il y a une autre question là-haut. Oui, deux petites questions. Une première sur comment faites-vous pour prendre en compte la migration des pigments? Et une seconde plus naïve sur est-ce que vous travaillez avec les restaurateurs d'art? Oui. Excusez-moi, la première, j'ai pas la migration des... non. Comment faites-vous dans vos méthodes d'analyse pour prendre en compte la migration des pigments avec le temps l'évolution. Oui. Mais en fait, ça c'est un autre champ, oui, mais on essaye aussi d'évoluer les modifications des pigments au cours du temps, justement l'altération. On sait que notamment les pigments modernes de Van Gogh, il a utilisé quelques sulfures de cadmium, je crois, qui se décolorent au cours du temps. Et donc il y a toute une étude à la fois sur les œuvres pour identifier ces pigments et comment ils évaluent. Généralement, les pigments anciens que je vous ai montrés, ils sont très très stables en fait, ils évoluent pas trop. Et ça, c'est des problèmes qu'on rencontre plutôt pour des œuvres récentes du 19e, 20e, où il y a des décolorations. Et après, ce qu'on fait, donc on analyse les œuvres d'art avec ces pigments décolorés. Et après, en laboratoire, on fait aussi des synthèses de ces pigments et on essaye de faire un vieillissement artificiel pour comprendre comment ils évoluent. Et après, on compare à la fois les observations sur les pièces
de musée avec les systèmes modèles en laboratoire. Et ça, effectivement, ça se fait en étroite collaboration avec des restaurateurs. Donc aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai, on travaille beaucoup aussi avec les restaurateurs et pas uniquement avec les archéologues et les conservateurs. Voilà, merci. On va remercier encore Ina Reich pour son très bel exposé.